Régis de Castelnau, membre de Front Populaire, la revue de Michel Onfray, et avocat, je rappelle son blog Vue du droit. Nous sommes avec Julien Leclerc, également entrepreneur, restaurateur et auteur du journal d'un salaud de patron. C'est publié chez Fayard. Et nous sommes avec Benjamin Lucas, porte-parole de Génération. Dans un instant, nous parlons de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de l'Île-de-France. Est-ce qu'on va réussir à éviter un reconfinement ciblé? Avant ça, en quelques mots, le coup de gueule tant attendu de Benjamin Lucas. J'ai été patient. Non, mon coup de gueule, je vais vous parler d'un plan de relance qui ne viendra pas, lui. C'est le plan de relance de l'éducation nationale. Oui. Parce que dans une semaine, c'est la rentrée scolaire. Et ce gouvernement, Monsieur Blanquer, qu'on nous présentait comme un grand professionnel, démontre tout son amateurisme puisqu'il réussit à ajouter à une crise sanitaire et sociale une crise scolaire. Or, le confinement a fait exploser les inégalités à l'école, le décrochage. Et il y aurait eu besoin à cette rentrée d'un plan ambitieux pour la médecine scolaire, pour le suivi psychologique aussi des enfants qui ont été loin de l'école et donc de la sociabilisation pendant des mois. Il y aurait besoin de dédoubler plus de classes, il y aurait besoin de plus de moyens humains et matériels. Et au lieu de ça, on a la rigidité d'un ministre qui n'évolue sur rien, qui par ailleurs est tellement bon qu'il avait annoncé la veille du confinement que les écoles ne seraient pas fermées. Voilà, donc on voit bien l'incompétence. Et je termine par ça. Et ce qui est terrible dans cette affaire, c'est qu'on est à une semaine de la rentrée scolaire, je le disais, et vous avez des personnels éducatifs, des familles, des élèves qui sont sans réponse à des questions essentielles. Qui va payer les masques? Comment? Quelles vont être vraiment les conditions? La réalité du protocole sanitaire et puis aussi les conditions sociales et pédagogiques de cette rentrée. Et on a un ministre qui est resté enfermé dans ses dogmes et qui n'a bougé sur rien, et on laisse des familles dans l'angoisse. Je crois que dans la République française, l'école c'est un pilier essentiel et que l'abandonner comme cela, c'est criminel, je le dis comme je le pense. Régis de Castelnau, vous constatez, vous aussi, vous déplorez un abandon de l'école? Ah ben oui, mais de l'extérieur, puisque moi j'ai fait mon temps, mes enfants... Oui. Mais tous, on n'est plus à l'école. Et on pourra se mettre d'accord là-dessus. Mais les enfants, j'ai pas aimé... Enfin bon, et les petits-enfants maintenant, mais ça c'est le problème de mes propres enfants. Non, le problème, Lucas, c'est que on a... Benjamin Lucas. Benjamin Lucas, c'est son nom de famille. C'est une erreur fréquente. J'imagine. Allez-y, Régis. Non, ce que je veux dire, on a parlé de la justice, là on parle de l'école, c'est la déshérence de cet État, quoi. Enfin, c'est dramatique. C'est dramatique l'état dans lequel est cet État. Bien évidemment, l'éducation, mais c'est plus que prioritaire. C'est une des plus grosses compétences de l'État. Hein. On a dit quoi qu'il en coûte pendant le confinement. Il aurait fallu aussi, il y a des pays qui l'ont fait, un grand plan de recrutement. Là, il fallait augmenter le nombre d'enseignants et de personnel accompagnant dans les écoles à la rentrée. C'était impératif parce qu'on a vraiment les inégalités se sont creusées parce que l'école française, je termine, l'école française qui est déjà une école très inégalitaire, malgré toutes les bonnes réformes qui ont pu être faites, et puis malheureusement avec aussi beaucoup de mauvaises. Mais l'école française qui est une école très inégalitaire, ce qui est dramatique dans un pays qui, comme le nôtre, est aussi enraciné dans l'idée que l'égalité est une valeur cardinale, ces inégalités ont été renforcées, et là on ne fait rien pour les combattre. C'est vraiment dramatique, et je crois qu'on sera d'accord là-dessus. Enfin, on fait rien, on n'en fait pas assez à votre goût. Blanquer n'a aucun pouvoir. Au goût des personnels éducatifs, des parents et des élèves aussi. Blanquer n'a véritablement aucun pouvoir. Là où ça se décide, c'est à Bercy, hein, et avec le patron qui s'appelle Emmanuel Macron. Hein, tant qu'il n'y aura pas effectivement... C'est pas vrai, vous avez eu des grands ministres de l'Éducation nationale qui ont su imposer des budgets, On nous avait présenté Blanquer comme un proche du couple Macron, c'était le chouchou, etc. Moi, le chouchou, il a plus mangé des chouchous sur les plages qu'utiliser son rôle de chouchou. Non, mais aujourd'hui, on est dans une situation particulière pour la rentrée scolaire, là, c'est terrible. Non, mais aujourd'hui, la situation est pire. Le verrouillage est total. Il y a eu un grand garde des Sceaux, pas beaucoup, hein. Il s'appelait comment? Il s'appelait Urvoas, un de vos camarades, parce que lui, il est allé à Bercy et il s'est affronté avec ces gens-là, mais il n'est pas resté longtemps. Bon, donc sur le budget, il avait compris la dimension budgétaire de la faillite. Il l'avait compris. Il l'avait compris en tout cas, et on en arrive toujours à un problème de moyens. Après, il faut reconnaître aussi qu'il y a quand même eu des milliards et des milliards dépensés par l'État français pour faire face à cette crise du coronavirus. Et effectivement, c'est pas allé forcément dans tous les ministères qui l'auraient souhaité. Mais on peut pas dire non plus qu'on soit en période d'austérité depuis le confinement. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas eu des dépenses massives de ces derniers mois. D'ailleurs, je reconnais que c'est bien que le gouvernement ait compris que l'austérité n'était pas une réponse efficace en temps de crise. Quoi qu'il en soit, si les dépenses du gouvernement sont arrivées, c'était pour faire suite à la crise engendrée par le confinement. Est-ce qu'on va réussir à éviter un reconfinement, notamment en Île-de-France et en PACA? L'Allemagne vient de déclarer à risque ces deux régions où le virus circule le plus activement en France. Ça veut dire que si vous revenez d'Île-de-France ou alors de Provence-Alpes-Côte d'Azur en Allemagne, il faut vous faire dépister impérativement. Est-ce qu'on va arriver à éviter le reconfinement ciblé?
Grace Leplat. On vous pose la question sur nos réseaux sociaux. Vous êtes nombreux à voter et pour le moment, vous êtes assez optimiste puisque vous dites que oui, on va réussir à éviter un reconfinement local. Bon, vous êtes plutôt, en tout cas, optimiste. On va voir ça. Benjamin Lucas, vous êtes inquiet ou pas ? Moi, je suis optimiste par volonté, bien sûr. On est inquiet, on voit les chiffres, on constate que ce virus, on n'arrive pas à s'en défaire et qu'on est sur une situation durable. Ce qui fait qu'il y a confinement ou pas, et qu'il y a reconfinement ou pas, c'est la question de la disponibilité des lits et des places dans les hôpitaux. Et donc, encore une fois, comme les autres sujets, la justice et l'éducation, la question, c'est celle des moyens et c'est celle, c'est celle de l'hôpital public. Non, mais je veux bien qu'on remette tout derrière une problématique. Pardon, Benjamin Lucas. Non, mais juste, je vais au bout de mon raisonnement. Nous n'aurions pas eu besoin de faire un confinement généralisé, massif, il y a quelques mois, si nous avions eu assez de places en réanimation dans les hôpitaux, si nous avions eu une capacité hospitalière suffisante. Je pose ce débat-là parce qu'à mon avis, il est central. Oui, mais ça, c'est pour la prochaine épidémie, si vous voulez. Je veux dire, avec des si, vous pouvez mettre toutes les villes que vous voulez en bouteille. En attendant, aujourd'hui, on est dans cette situation-là. Est-ce qu'il est absolument indispensable de tout faire pour éviter un reconfinement ciblé ou pas? Parce que ça pose des questions économiques qui ne concernent pas que les businessmen, mais y compris qui ont des conséquences sociales pour les gens. Des questions économiques, je disais tout à l'heure des questions scolaires, et puis aussi des questions psychologiques. Enfin, c'est dur d'être confiné, ça a été une période qui a été agréable pour peu de monde. Je veux dire, à part quand vous avez une grande maison à la campagne, c'était difficile, un certain nombre de quartiers populaires dans ce pays, le confinement. Donc il faut, je pense, tout faire pour éviter que nous soyons dans cette situation, et tout faire, c'est toutes les mesures sanitaires de protection, de prévention, de tests, de masques, mise à disposition, etc. Et de ce point de vue-là aussi, la responsabilité, elle est collective. Effectivement. Régis de Castelnau. Joker, parce que vous êtes un petit peu. C'est la première fois que j'entends ça, je crois. Je vais vous dire, je suis inquiet. J'ai jamais connu une situation pareille d'affaiblissement de l'État, mais pas seulement, crise politique et puis aussi économique, santé et tout. Cette rentrée, je me dis, mais mon Dieu, je suis assez content de ne pas avoir 20 ans maintenant là. Donc, alors j'essaye de comprendre. Je lis tout ce que disent les anti-mesures, qui disent attention à la peur, etc. J'ai écouté la vidéo de Raoult, et puis après je lis et j'écoute ce que disent les autres, ceux qui disent il faut faire ci. C'est difficile de trancher. Et tout le monde a raison. Alors je suis très embêté parce que effectivement, ils sont rationnels. Alors il y a quelques ahuris, mais tout est costaud, quoi. Alors je sais pas. J'espère que non. Parce que ça, ce serait vraiment catastrophique. Un reconfinement serait catastrophique. Oh là 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 là. Mais où va-t-on dans ce cas-là? Parce que on n'a pas commencé à payer les factures de ce confinement, qui était probablement nécessaire. Mais Benjamin, je me suis pas trompé cette fois-ci. Benjamin a raison. Merci beaucoup. C'était destiné à éviter l'engorgement, à éviter le choc sur l'hôpital qui n'était pas en capacité de l'absorber. Oui, tout à fait. C'était ça. Parce que je crois qu'en ce qui concerne Et on a multiplié par 3 pendant le confinement, au moins par 3 le nombre de lits de réanimation et les capacités françaises de réanimation, ce qui était un effort surhumain. Il y a eu aussi des sacrifices parce qu'il a fallu repousser un certain nombre d'autres opérations. Mais je pense que ça va coûter cher en termes de santé, en termes économiques, psychologiques, ça fait partie de toutes ces questions qu'on peut se poser. Le restaurateur que vous êtes ne peut pas y être insensible, Julien Leclerc. Est-ce qu'on va réussir, ou est-ce qu'il faut à tout prix d'ailleurs éviter un reconfinement local? Non, c'est sûr, on peut pas être insensible. Je suis pas intervenu tout à l'heure sur un sujet de l'éducation. Encore une fois, on va être globalement tous d'accord sur le fait qu'il faut éviter un reconfinement à tout prix pour la raison principale que vous avez soulignée, c'est que quand on parle de questions économiques, on parle d'abord de questions sociales. En fait. Le blocage de l'économie en soi, on s'en fiche. Et je suis entrepreneur et je vous dis ça. S'il y avait aucun impact social, mais c'est dramatique, un blocage de l'économie, pour 1000 raisons. Avec des conséquences sanitaires à long terme, c'est-à-dire que quand vous regardez les victimes du coronavirus dans à peu près tous les pays, en général, plus vous êtes pauvre, plus vous avez des problèmes de santé, et plus vous souffrez du coronavirus avec des conséquences graves. Parler des cités tout à l'heure, on sait que c'était absolument dramatique, notamment en Seine-Saint-Denis. Donc pour plein de raisons, il faut évidemment éviter. Pour plein de raisons, l'État va éviter. Je vous trouve très dur depuis tout à l'heure sur le jugement de l'État. Je pense quand même qu'on est devant une situation totalement inédite. Je pense que l'État a fait beaucoup de choses, notamment en matière de soutien à l'économie, des choses courageuses aussi. Je suis pas sûr que Jean-Michel Blanquer soit le mauvais ministre que vous définissez. Je pense que c'est pas simple non plus. Peut-être que les décisions qu'il prend sont pas celles que l'on attend. Gouverner, c'est jamais simple. Je pense quand même qu'il y a des décisions prises, et que notamment moi j'ai 2 enfants qui sont à l'école. Le protocole sanitaire, je le connais. Je sais comment ils vont rentrer à l'école. En revanche, je vous rejoins complètement sur le fait qu'on aurait peut-être dû travailler sur plus de monde, des doublements de classe, sur le fait qu'il va y avoir une pression morale avec cette rentrée parce qu'ils sont pas allés à l'école depuis longtemps, qui va être très particulière.
Je suis pas très optimiste. Je suis pas très optimiste parce que beaucoup de gens ne font pas attention aux mesures sanitaires. On stigmatise énormément les Parisiens. J'habite en pleine campagne. Je peux vous dire qu'ici, personne fait attention, très peu de monde. Dans un petit village, à chaque fois qu'il y a des événements, tout le monde se fait des câlins, des bisous. J'adore ça, mais je suis pas sûr que ce soit très approprié en ce moment. Donc vous êtes ça prend une ampleur différente dans des grandes villes. Donc je suis quand même inquiet et j'espère de tout cœur qu'on arrivera à éviter un reconfinement parce que ça serait dramatique. Oui, effectivement. En tout cas, c'est une des priorités a priori du gouvernement. Emmanuel Macron l'avait dit lui-même. Il faut à tout prix l'OMS parle de 2 ans. Le pays. Après, on parle de 2 ans, non pas de confinement. On va quand même essayer de remonter le moral à tout le monde. On parle de 2 ans à vivre avec ce satané virus. On va voir aussi dans quel sens il évolue. Dans un instant, on se retrouve sur Sud Radio. Vous continuez à commenter sur les réseaux sociaux. Vous continuez à voter sur les réseaux sociaux. On va parler d'un autre ministre qu'affectionne particulièrement Régis de Castelnau et Benjamin Lucas. On va parler du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Est-ce qu'il en fait trop ou pas? Vous nous appelez 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, les routes de l'été, 10h midi, Jean-Marie Bordry. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Pour finir l'été en beauté, du 25 au 29 août, le kilo de viande bovine Origine France, pièce à brochette, est à 8,49 € seulement. Oui, 8,49 € seulement. Et comme vous le savez, il n'y a pas de barbecue digne de ce nom sans brochette. Bien entendu. Et puis, de la viande bovine française, c'est quand même un gage de qualité. On fait une belle brochette tous les deux, non? Voir modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. Sympa l'ambiance. Ouais, comme à chaque fois. Et t'es là tous les week-ends? Bien sûr, avec la Ligue 1 Uber Eats, la Ligue 2 BKT plus le Tour de l'Europe avec les plus grands championnats, des week-ends comme ça, crois-moi, ça se loupe pas. La fête du football, c'est tous les week-ends avec Canal+. Suivez la Ligue 1 Uber Eats, la Ligue 2 BKT et les plus grands championnats européens seulement sur beIN Sport et Canal+. Et découvrez vite la série limitée Canal+ beIN Sport à 25 € par mois. Offre soumise à conditions, valable pour un nouvel abonnement de 24 mois, voir boutique.canalplus.com. Sud Radio dans le Cantal, à Aurillac, sur 101 FM. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Les 3 indispensables pour moi, c'est dentifrice, shampoing et déodorant. Chez Aldi, place à la beauté du quotidien. Avec des promotions sur les produits que vous utilisez tous les jours. Comme par exemple 50% de remise immédiate sur le lot de 3 dentifrices Signal Système Blancheur à 2,49 € au lieu de 4,99 €. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Soit 11,07 € le litre, lot de 225 ml. Offre valable jusqu'au 31 août dans la limite des stocks disponibles. Le prix tient compte de la promotion. Remise appliquée sur le dernier prix de vente constaté. Bouygues Télécom. Thibaut et Tiffaine, 2 tours, parents d'ados ultra connectés, ont une connexion très lente qui n'arrête pas de planter. C'est pourquoi à la rentrée, ils souhaiteraient se doter de la fibre, mais pas à n'importe quel prix. Eh bien, Thibaut et Tiffaine, écoutez plutôt. En ce moment, chez Bouygues Télécom, rentrez sans compter avec notre série spéciale fibre. Internet, téléphone et télévision pour seulement 14,99 € par mois pendant 1 an, puis 36,99 € par mois. Oui, la fibre à 14,99 €. Rendez-vous vite en boutique Bouygues Télécom. Offre soumise à condition sous réserve d'éligibilité et de raccordement. Engagement 12 mois. Sud Radio est sur YouTube. Suivez-nous pour voir ou revoir vos émissions en vidéo sur notre chaîne YouTube Sud Radio. Parlons vrai. À tous ceux qui font des sarbacanes avec des effaceurs, des billes avec des cartouches d'encre, des chaînes avec des trombones, des avions avec des feuilles, des murailles avec des livres, et surtout à ceux dont on se demande bien ce qu'ils vont réussir à inventer avec un tube de colle. C'est la rentrée chez Intermarché et pour l'achat d'un lot de 10 bâtons de colle blanche UU à 6,10 €, on vous offre le deuxième. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 6 septembre, modalité magasin et drive participant sur intermarché.com. Sud Radio, les routes de l'été, 10h midi, Jean-Marie Bordry. Les routes de l'été avec Julien Leclerc, Benjamin Lucas et Régis de Castelnau. Pas un jour sans que vous n'entendiez parler de lui, sans qu'il ne s'exprime ou qu'il ne visite une région de France, qu'il ne réagisse à un fait divers ou alors à des émeutes. Je parle de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Est-ce qu'il en fait trop? On vous pose cette question sur les réseaux sociaux, Grace Leplat. Eh bien pour vous, nos auditeurs, oui, Darmanin en fait trop. Vous êtes 70% à voter oui sur notre sondage sur Twitter. A trouvé qu'il en fait trop. Dernière information en date au sujet du ministre de l'Intérieur. Il annonce qu'il démissionne de son poste de maire de Tourcoing où il vient d'être élu, puisque finalement, il considère que être ministre de l'Intérieur, c'est un poste à plein temps. Juste avant, il promettait que des drones seraient utilisés à l'avenir pour lutter contre les violences urbaines dont il avait promis qu'elles ne se reproduiraient pas sur les Champs-Élysées ce week-end en marge de la finale de la Ligue des Champions. Régis de Castelnau, l'avocat que vous êtes, comment juge-t-il ce premier flic de France?
Mal. Oui. Hein, mal. D'abord, c'est un intrigant politique. Moi, j'ai eu l'occasion de le voir, enfin de le croiser dans ses anciens mandats. Il a trahi ses amis, et là, il paraît qu'il a fait un chantage à la démission pour pouvoir être nommé ministre de l'Intérieur. Et depuis, c'est la parlotte. Déjà, première chose qui me choque, il fait des tweets toutes les 5 minutes. Le moindre incident, je condamne. Non, tu condamnes pas, mon camarade. Hein, ça, c'est le juge qui condamne. Toi, tu dois empêcher, prévenir, arrêter pour mettre à la disposition de la justice, etc. Et cette façon de se mettre en avant est simplement ridicule. Le ministère de l'Intérieur, c'est un ministère très important. C'est un des principaux de la République, d'ailleurs, hein, parce que c'est pas seulement ministre de la police, c'est ministre de plein de choses, de la protection de la population, sécurité civile, etc., de toute la gestion de la sphère publique. C'est au passage donc, aussi peut-être l'un des ministères les plus puissants de la République, et ce depuis Fouché. Il faut quand même le reconnaître aussi. C'est un poste stratégique. Tout à fait, absolument. Il organise les élections, enfin toutes ces choses-là. Et alors on avait une calamité ambulante avec Castaner, mais avec Darmanin, c'est terrible. On en vient quasiment à regretter Castaner. Il y avait, non, faut pas exagérer non plus. Non, mais je sais, c'est la caricature de l'époque, quoi. C'est-à-dire la société du spectacle et de la communication. Alors que c'est pas de ça dont on a. Avec un avocat comme ça, on n'a pas besoin de procureur, Régis de Castelnau. Julien Leclerc. C'est clair, il n'y a pas grand monde qui trouve grâce à ses yeux, et je suis sûr que Benjamin, en plus, acquiescera. Je pense que Christophe Castaner, qui était en boîte de nuit un soir de Gilets jaunes, n'était plus dans la caricature. C'est un ministre qui est très clivant, Gérald Darmanin, qui est un ministre plutôt de droite, et qui a besoin, je pense, d'occuper l'espace. S'il n'était pas en train de tweeter et de prendre la parole tout le temps, on serait en train de débattre sur le fait qu'il est absent. Il a pris un ministère qui est, vous l'avez dit, vous avez cité un des plus grands ministres de l'Intérieur de la Ve République, qui est M. Fouché, qui était M. Fouché. C'était le ministre de Napoléon, notamment de l'Empire. Ah, il n'a jamais été ministre de la République. Oui, c'était l'Empire, c'est ce que j'essaie de on ne parle pas du même, pardon. Moi, je parlais de celui de Gaulle, qui s'appelait Christian Fouché. Ah, pardon. On s'était trompé de Fouché, on en avait deux. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes d'accord. Qui a empêché qu'on tire sur les manifestants en 68, quand même. Il prend un ministère qui est absolument essentiel, vous avez raison de le souligner, et à la tête duquel, après Christophe Castaner, on attendait une vraie rupture, et les policiers attendaient l'un des leurs. Et à la place, ils ont un vrai politicien, ça c'est tout à fait vrai, très proche à l'époque de Nicolas Sarkozy, qui a pas laissé que des bons souvenirs dans son ministère, et qui en plus a les casseroles judiciaires dont on a déjà largement parlé, ou la casserole judiciaire, et je pense qu'il a vraiment besoin, il est en recherche de légitimité. Et ça se comprend, il a besoin d'occuper l'espace, il a besoin d'être présent, de montrer qu'il est vraiment investi. Je pense qu'il a raison, je crois que le ministre de l'Intérieur, c'est un boulot à plein temps, mais je pense qu'on lui reprocherait beaucoup de ne pas être très présent sur la scène médiatique. Donc pour vous, il n'a pas le choix, il fait le job. Je pense qu'il n'a pas le choix. Maintenant, on attend qu'il fasse le job en revanche. Ça, c'est clair. Ça. Voilà, dimanche soir, vous l'avez cité. Dimanche soir, on savait depuis 48 heures il y avait 3000 policiers. Des gros problèmes sur les champs. Il y a quand même eu des gros problèmes sur les champs. C'est ça, c'est un vrai sujet. Benjamin Lucas. Bon, moi, je crois que M. Darmanin, c'est un Sarkozy low cost. C'est la version discount du sarkozysme. Il essaye d'en singer les traits, les attitudes, etc. Cela n'apporte pas grand-chose de nouveau. Plus grave, c'est que c'est un ministre de l'Intérieur qui s'inscrit dans la tradition de ses prédécesseurs récents, c'est-à-dire qui n'affronte pas le problème des violences policières et du racisme dans la police, qui ne se comporte pas comme un ministre de la République, mais comme un chef de clan. Et puis, pardon, personne ne l'a évoqué, mais quand même, que à l'heure où les droits des femmes sont la grande cause du quinquennat, on est un ministre qui reconnaît avoir échangé des faveurs sexuelles contre des services en tant que responsable politique. Ça pose un problème majeur pour la République et pour sa fonction qui est ainsi dévalorisée. Donc la question, c'est pas est-ce qu'il en fait trop ou pas assez, c'est est-ce qu'il fait bien ou pas bien. Moi, je crois qu'il fait pas bien. Régis de Castelnau, est-ce que non, juste sur les accusations dont il est l'objet. Moi, j'avais suivi cette affaire depuis très longtemps et depuis le début, y compris quand on vient de dire qu'il a reconnu. C'est pas vrai. On produit des SMS qui sont interprétés comme etc. Moi, alors vous avez entendu ce que j'ai dit sur Darmanin et sur l'affection de Darmaninopholie. Exactement. Je trouve que tout ça est nul parce que je veux dire
dire, à cette instrumentalisation de la justice à des fins politiques, ça devient insupportable, parce que ça ne peut se faire qu'en violation des principes, dont le fondamental. Et Dupond-Moretti a raison, celui qui nous protège tous, celui de la présomption d'innocence. Excusez-moi 30 secondes. Excusez-moi, ce n'est pas le même sujet. La présomption d'innocence, c'est un principe juridique, et Monsieur Darmanin, il est présumé innocent des accusations de viol dont il est l'objet. Ça, vous ne m'entendrez jamais dire que Monsieur Darmanin est coupable de quoi que ce soit. En revanche, être responsable politique, être ministre, ce n'est pas un droit, c'est un honneur, c'est un privilège. Et donc, on peut considérer, c'était une jurisprudence d'ailleurs à l'époque du gouvernement Jospin, que quand on est mis en cause dans une affaire, pour préserver l'intégrité du gouvernement auquel on appartient, pour préserver l'intégration des fonctionnaires, les services dont on a la charge, on n'accepte pas et on ne nomme pas à une responsabilité aussi importante quelqu'un qui peut être amené à répondre devant la justice d'actes qui sont graves. Et par ailleurs, la question n'est pas simplement judiciaire, elle est aussi dans ce cas reconnu, je persiste, Monsieur Darmanin, qui a reconnu avoir eu des relations sexuelles en échange de services dans le cadre de ses fonctions politiques. Je pense que moralement, je pense que dans un moment où tant de nos concitoyens s'abstiennent lors des élections, rétablir un peu de morale, d'éthique dans la vie politique ne serait pas une chose superflue. Est-ce que vous pouvez me citer l'article du Code de procédure pénale qui qualifie juridiquement et judiciairement la mise en cause? Mais moi, je ne vous parle pas, monsieur, je ne vous parle pas juridique, je vous parle politique, je vous parle de la République. Nous ne sommes pas sur le même terrain. Vous venez de nous dire, Benjamin, vous venez de nous dire, vous êtes dans une salle d'audience, vous êtes sur un plateau de radio. Vous êtes venu nous dire quelque chose de très simple. Il y avait une jurisprudence, terme juridique et judiciaire. Pardon, un précédent, alors si vous préférez. Et qui disait que lorsqu'on était mis en cause, fallait pas que ça salisse. La mise en cause, si vous voulez, moi, Benjamin, je vais dire que vous êtes un criminel. Je vais dire que vous êtes un criminel, je vais déposer plainte contre vous, d'accord? Demain, vous êtes mis en cause. Non, c'est pas vrai, il faut arrêter. Il faut rester sur les principes fondamentaux qui nous protègent tous. Et si c'est un problème de liberté publique, la présomption d'innocence, vous êtes un citoyen de plein exercice et on n'a pas à venir vous demander des comptes sur la procédure qui est en cours. C'est tout. S'il est condamné, et il ne le sera pas, parce qu'il y a déjà eu 3 décisions que j'ai étudiées de très près, et je sais pourquoi. La justice sert à rien, alors si vous venez la rendre sur les plateaux. Non, mais attendez, au bout d'un moment, ici je fais des harangues. Il vous fait un pronostic judiciaire. Je tiens beaucoup, parce que j'ai vu l'essentiel du dossier. Je tiens beaucoup à ces principes qui pourrissent la vie. Ça n'arrête pas. Il y a eu l'affaire Fillon. Enfin déjà, on a un truc énorme qui a faussé l'élection présidentielle et on continue. Bon, je suis désolé, non. Je serai toujours à me battre contre ça. Bon, on va parler d'un autre combat qui anime en ce moment nos restaurateurs. Un certain nombre d'entre eux sont en procès, ou alors viennent de gagner leur procès, ou alors ont perdu leur procès contre leurs assureurs. Le motif, ils demandent à leurs assureurs de couvrir leurs pertes d'exploitation pendant le confinement, quand les restaurants étaient fermés. Un certain nombre de ces assureurs le refusent. Michel Saran, le chef toulousain, a perdu son procès contre son assureur. Il y a une semaine, il était l'invité des Vraies Voix sur Sud Radio. Et cette fois-ci, c'est un autre restaurateur du côté de Tarascon qui gagne son procès contre AXA. Est-ce que les assureurs jouent le jeu? On va poser la question d'abord au restaurateur. Julien Leclerc. J'ai eu la chance de reprendre un restaurant qu'après. Oui. J'ai pas eu voilà. Et vous avez relu du coup les lignes de votre contrat avec votre assureur. Je peux vous dire un truc, c'est qu'ils sont très très frileux sur les assurances pertes d'exploitation, parce qu'en reprenant aujourd'hui un établissement, on sait très bien qu'il y a un risque de confinement en septembre, en octobre, en novembre. Donc au moins je prends connaissance de cause. Ce que vous avez constaté avec vos collègues. Un assureur ne joue pas, déjà, ça c'est clair. Il joue à rien du tout. Ce qui est assez étonnant dans cette histoire, c'est que on est sur quelque chose d'assez classique. On a signé, on parle de restaurateurs qui ont pris des assurances perte d'exploitation, qui ont une perte d'exploitation, et donc qui aujourd'hui se voient opposer un refus de prise en charge par leurs assureurs. Et donc certains attaquent. Et aujourd'hui, on a des décisions de justice qui tombent, qui sont hyper contradictoires. Donc l'avocat qui est avec nous pourra nous le confirmer. Il a pu lire là-dessus, mais il y a des décisions très contradictoires. Alors est-ce qu'elles s'appuient sur des éléments, sur les notes de bas de page dans les contrats qui sont incompréhensibles évidemment, comme chacun sait. Est-ce que c'est les tribunaux en gros qui sont en désaccord entre eux, ou les contrats qui divergent de Tarascon? Absolument, et je suis évidemment un peu corporatiste, je l'admets, je le reconnais, mais ce que je trouve absolument dégueulasse, c'est quand vous prenez une assurance perte d'exploitation, vous estimez que vous êtes couvert en cas de perte d'exploitation pour une raison complètement majeure. Donc vous estimez que vous allez être pris en charge.
Et en fait, vous ne l'êtes pas. Et vous êtes planté. Et on parle de beaucoup de restaurateurs qui aujourd'hui ont mis la clé sous la porte. C'est dramatique. Où vont la mettre, en tout cas, c'est une situation économique absolument dramatique. Peut-être en quelques mots, Régis de Castelnau. Alors, je vais pas, et puis refaire une harangue que me reprocherait Benjamin. Non, simplement, ce que je veux dire, ces décisions contradictoires, c'est un vrai problème. En juridiction administrative, quand il y a des décisions contradictoires des tribunaux de première instance, on peut demander un avis au Conseil d'État. Il faudrait qu'il y ait un avis de la Cour de cassation pour gagner du temps et qui dise maintenant ce qu'elle en pense. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que on a un problème. C'est un événement qui s'est jamais produit, la pandémie. Donc, l'interprétation des contrats, c'est quelque chose de compliqué, quoi. Est-ce que la causalité de la perte d'exploitation, c'est la décision de l'État, justifiée, ou bien est-ce que c'est la pandémie? Enfin, tout ça est assez complexe et je pense qu'un arbitrage de la Cour de cassation très rapide serait le bienvenu, quoi. En tout cas, pour qu'on sache pourquoi des restaurateurs arrivent à faire payer devant les tribunaux leur assureur du côté du tribunal de Tarascon et qu'à Toulouse, en revanche, ils perdent le même combat à peu près. Alors, est-ce que c'était le même contrat ou pas? En tout cas, effectivement, on a du mal à s'y retrouver. Merci beaucoup à tous les trois d'être intervenus sur les routes de l'été sur Sud Radio. Merci Régis de Castelnau. Je rappelle que vous êtes avocat, que vous êtes l'auteur de ce blog Vue du droit, que vous collaborez à la revue Front Populaire lancée par Michel Onfray. Merci à Benjamin Lucas, porte-parole de Génération. Et merci à Julien Leclerc, restaurateur, entrepreneur et auteur de ce livre, Le journal d'un salaud de patron. C'est publié chez Fayard. La journée continue à l'écoute de Sud Radio, puisque dans quelques minutes, vous retrouverez Sud Radio Midi. C'est avec Arthur Delaborde. Bonjour Arthur. Et bonjour Jean-Marie. Au programme aujourd'hui. Alors qu'un conseil de défense sur la situation sanitaire se tient aujourd'hui à l'Elysée. Eh bien nous parlerons de cette gestion de l'épidémie de coronavirus avec Martine Vonner, anciennement députée La République En Marche, qui avait été exclue du parti présidentiel pour avoir voté contre le plan de déconfinement du gouvernement. À 12h30, nous demanderons s'il faut distribuer des masques gratuitement à toute la population. C'est en tout cas ce que veut faire la mairie de Marseille. Nous en discuterons avec le premier adjoint à la mairie de Marseille, Benoît Payan. Et puis à 12h45, focus sur la première édition du festival Agir pour le vivant qui se tient en ce moment à Arles. Et nous serons avec celle qui est à l'origine de ce festival, l'ancienne ministre de la Culture et patronne des éditions Actes Sud, Françoise Nyssen. Bon, écoutez, magnifique programme. Vous nous appelez, évidemment, à tout moment, vous avez la parole dans Sud Radio Midi. 0826 300. On le dit en cœur. 300, on le dit en cœur, exactement. Les réseaux sociaux Sud Radio, vos commentaires, vos avis sont importants. Vous êtes entre les mains d'Arthur Delaborde de midi à 13h sur Sud Radio. Quant à nous, on se retrouve demain à 10h. Sud Radio, c'est vous qui en parlez le mieux. J'adore votre bonne humeur. Sud Radio, parlons vrai. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres. C'est ton fils là-bas en attaque? Ouais, il a progressé, hein. Ah, c'est dingue! Tu lui as fait faire un stage d'été? Ah bah non, je lui ai offert des nouvelles chaussures de foot. Vas-y mon bébé! C'est la plus belle des rentrées chez Intersport. Jusqu'au 13 septembre, les chaussures de foot Puma Spirit sont à 19,99 € au lieu de 34,99 €, soit 42% de